en leur demandant c'est quoi comment ils se perçoivent dans le milieu de travail, comment ils gèrent leur avancement en âge. Deux petits extraits. C'est un livre extraordinaire là, sur Ageism at Work que je vous conseille de vous procurer comme employeur et gestionnaire. Alors, souvent, les travailleurs âgés utilisent toutes sortes de stratégies pour masquer leur âge. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Moi, je suis rendue à un âge là, où je ne mets plus mon année de diplomation de mon PhD. Pourquoi? Puis je suis honnête, là, je mets mes cartes sur la table. Parce que si je fais ça, je sais que l'employeur va se dire « Donc, elle est diplômée en 2004. » Donc, là, je vous l'avoue. Elle a fait son PhD en 2004, donc ça fait au moins 20 ans qu'elle travaille, etc., etc. On commence à déduire le nombre d'années et à deviner l'âge de la personne. Et là, l'employeur se dit « OK, l'âge de la personne, c'est un travailleur assez âgé, donc, tac, 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 les stéréotypes. Peut-être moindre capacité à s'adapter au changement, peut-être productivité réduite, peut-être absentéisme au travail. Tout ça sont des stéréotypes qui n'ont jamais été validés empiriquement. Mais les travailleurs âgés sont conscients de ça et utilisent toutes sortes de tactiques pour masquer finalement leur âge. Ça peut être notamment sur des CV. Puis c'est pas la seule étude là, qui a été faite 50 ans ou d'être perçu comme avoir 50 ans et plus. Et ça rejoint cette idée, encore une fois, de menace du stéréotype. Les gens sont conscients. On pourrait faire toute une autre conférence là, sur comment on perçoit le vieillissement dans la société, dans la culture nord-américaine. Mais le milieu de travail, c'est juste un microcosme de ce qu'on entend plus largement parlant dans la société par rapport aux personnes âgées, par rapport aux patients âgés et par rapport aux travailleurs âgés. Un petit peu. C'est conceptualiser ce que c'est l'âgisme en milieu de travail, comment ça se manifeste. Vous présentez les résultats d'une grande étude qu'on a menée auprès de 517 employeurs canadiens. D'est en ouest, donc c'est une étude qui a une représentativité, ça inclut des travailleurs québécois, et des employeurs qui avaient de 5 jusqu'à plus de 500 employés dans différents secteurs de travail. Étude fascinante parce que, elle vient confirmer ce que dit la littérature, les biais de l'âge, malheureusement, existent encore au travail. Puis même si on souscrit à ces biais-là de manière consciente ou inconsciente, ils sont là. En tout cas, cette étude-là, on a parlé à des travailleurs âgés canadiens, 951 travailleurs âgés canadiens, encore une fois d'est en ouest, pour leur demander quelles étaient leurs attentes par rapport aux employeurs. Et là, ça va rejoindre un peu ce que disait Marie-Ève. Les attentes des travailleurs âgés ressemblent souvent aux attentes des travailleurs plus jeunes, notamment la question de la reconnaissance. Comment parlent les employeurs des travailleurs âgés, comment ils parlent des travailleurs plus jeunes, tout ça, ça descend et c'est intériorisé par les travailleurs de tous les âges. Donc, je pense que tout le monde le sait, mais j'aime toujours rappeler comment on a conceptualisé l'agisme et surtout le pionnier, la première personne qui a donné la définition du mot agisme, Robert Butler. Donc, ça réfère à des croyances. Souvent, les travailleurs âgés, Marie-Ève le mentionnait, ils sont pris à partie, c'est-à-dire on les aime quand ça va bien, puis qu'on n'a pas de récession économique. Là, on veut les retenir, on fait toutes sortes d'efforts, mais quand on commence à avoir des enjeux économiques, budgétaires, ce sont souvent les premiers à faire les frais. Puis, par la porte, je dirais, une voie déguisée de retraite anticipée. Donc, l'agisme, stéréotype, discrimination, ciblant particulièrement les personnes âgées. Moi, j'ai un parti pris, je vous le dis. C'est vrai que l'agisme existe envers les plus jeunes, mais parce qu'on est dans une société qui vraiment, quand on parle de vieillissement en Amérique du Nord, c'est pas quelque chose d'extrêmement positif. Ça change un tout petit peu. Moi, quand j'ai commencé mon doctorat en 97, c'était beaucoup plus négatif que ça. Ça change un tout petit peu, mais ça change lentement. On a fait beaucoup d'études au-delà des travailleurs âgés, là, avec des personnes âgées dans nos équipes, où on montre que personne ne veut se dire personne âgée. Et l'autre, c'est toujours l'autre qui est plus vieux que nous. On a un rapport un peu tabou avec la vieillesse et le vieillissement en Amérique du Nord, et ça vient se répercuter, c'est pas surprenant que ça vienne se répercuter en milieu de travail, qui est un microcosme de la grande société. Donc, parmi des croyances stéréotypées, on va penser que, de manière générale, une personne âgée, elle est diminuée au niveau de ses habiletés cognitives. Moi, je ne suis pas une psychologue clinicienne, mais par exemple, on va prendre la mémoire. Il y a un type de mémoire qui diminue. C'est très vrai. Par contre, il y a un type de mémoire qui se stabilise et même qui est plus performant en vieillissant. Mais ce n'est pas le discours qu'on entend quand on parle de personnes âgées.
Créativité, diminuée, rigidité, dépendance. On va beaucoup... Mon Dieu, tout le discours autour des personnes âgées actuellement, c'est quoi? On nous parle du degré d'autonomie, on nous parle du degré de dépendance, etc. On nous parle rarement de la contribution des aînés dans une société. Et la COVID a été, je pense, le pic pour nous montrer combien on avait un discours qui était infantilisant par rapport aux personnes âgées et on les a positionnés comme des demandeurs de soins. Alors que durant la COVID, les personnes âgées ont fait beaucoup de bénévolat. Mais ce n'est pas ce qu'on entend dans le narratif dominant. Je parle des gouvernements et des médias. Ça, vous connaissez certainement ça, mais pour moi, ça me surprend encore une fois en 2024. L'agisme reste la forme de discrimination la plus répandue, mais la plus sournoise. C'est celle dont on va le moins lutter contre. On va lutter pour beaucoup d'autres formes de discrimination, et c'est bien, il faut le faire, mais la question de la discrimination sur la base de l'âge n'est pas sur le radar, comme on se disait, de l'équité, de la diversité et de l'inclusion. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Par contre, il y a quand même, je dirais, moi, ça me rassure parce que en 97, là, quand j'ai commencé mon doctorat, le mot agisme, on ne le connaissait pas. Et plus encore, il y a des gens qui disaient, mais ça n'existe pas, ça, la discrimination sur la base de l'âge. Et surtout, ce n'est pas tellement grave. C'est pas tellement grave d'être discriminé sur la base de l'âge, alors que les incidences sont aussi négatives que le racisme, que le sexisme, que l'homophobie, etc., etc. Mais là, on commence à prendre au sérieux, sur la planète, ce qu'est l'agisme et ses incidences négatives. C'est pour ça qu'en 2021, l'Organisation des Nations unies a lancé une grande campagne planétaire de lutte à l'agisme. Pour moi, ça vient dire que c'est quelque chose qui existe, et deux, qu'il faut prendre au sérieux, et trois, parce que c'est l'expression de l'agisme. Les 4 cercles se recoupent parce que souvent, il y a un enchevêtrement. Je peux faire de l'agisme de façon hostile et je peux le faire entre les générations ou à l'intérieur même d'une génération. L'agisme hostile, puis on va prendre un exemple dans le milieu du travail. L'agisme hostile, c'est vraiment, par exemple, d'avoir des politiques d'exclusion ou de retraite forcée, ou, par exemple, de penser que les travailleurs âgés ne peuvent pas s'adapter aux nouvelles technologies. Donc, on va parler des personnes âgées. En revanche, l'agisme de compassion, c'est beaucoup plus nuancé. Le mot le dit, compassion, c'est l'idée que je perçois la personne âgée, mais aussi le travailleur âgé, comme une personne fragile, une personne vulnérable, une personne que je dois protéger. Et donc, même si mon objectif est noble, je veux aider la personne, je veux lui offrir de l'aide parce que je pense qu'elle est fragile, le résultat est quand même très négatif au niveau de l'estime de soi de la personne. Parce que c'est concevoir une personne âgée de manière, encore une fois, seulement dans sa vulnérabilité. Alors, pendant la COVID, on a eu de très, très beaux exemples de ça. Quand on a voulu faire envoyer à la maison toutes les personnes âgées de 70 ans et plus. Toutes les personnes âgées de 70 ans et plus, en se disant qu'il y avait un lien direct entre l'avancement en âge et le danger ou le risque d'attraper la COVID. Alors qu'il y a plein de facteurs de comorbidité qui jouent au milieu de l'âge et du risque d'être contaminé par un virus. C'est beaucoup plus la comorbidité d'avoir une série de maladies chroniques qui était l'enjeu que l'âge comme tel. Mais on a fait une association ici. L'agisme intergénérationnel, c'est tout simplement quand les jeunes manifestent de l'agisme envers les plus âgés ou les plus âgés envers les jeunes, alors que l'agisme intragénérationnel, que moi je trouve fascinant, c'est les aînés qui sont agistes envers les aînés. Et tantôt, là, le résultat de l'étude auprès des employeurs, moi j'ai été sidérée. Le monde du travail est transformé actuellement. Bon, il y a eu un monde avant et après COVID, on le sait. Mais bon, parmi les autres facteurs de changement, on a une main-d'œuvre très, très vieillissante. On a une main-d'œuvre qui est culturellement diversifiée de plus en plus. Je pense qu'on aurait pu aussi avoir une autre conférence aujourd'hui sur comment est-ce qu'on gère la question de la diversification culturelle en milieu de travail. Donc, plusieurs générations qui se côtoient, main-d'œuvre vieillissante et main-d'œuvre culturellement diversifiée. En même temps, on a de grandes pénuries de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs. J'ai seulement mis 2 exemples ici, la question de la santé, surtout, la question de l'éducation, la question des transports également. 3e point, c'est que les dernières données du recensement canadien montrent que les travailleurs âgés veulent continuer à travailler. Beaucoup d'entre eux veulent continuer à travailler et la raison financière n'est pas la raison numéro 1.
c'est souvent pour l'idée de le concept de générativité. Je veux rester parce que j'ai d'être capable de redonner ce que j'ai eu. Et ça, pour les gestionnaires, je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher. C'est-à-dire, est-ce que j'offre des occasions à mes travailleurs âgés de mentorat? Je sais qu'on va en reparler cet après-midi, mais la plupart des entreprises canadiennes n'ont pas de plan de transfert de connaissances, n'ont pas de plan de partage de connaissances, n'ont pas de plan de mentorat. Alors qu'on se retrouve devant ces changements-là, d'une volonté de travailleurs âgés de demeurer, mais qui font face malheureusement encore à des obstacles sous la forme d'agisme. Donc, je vais vous montrer quelques exemples à travers les études. En milieu de travail, on a deux tendances opposées. Demeurer en emploi pour des raisons financières ou qu'elle est contrainte de quitter son emploi pour des raisons de santé ou encore d'agisme. Et comme je le mentionnais tantôt, c'est bien documenté que l'agisme est un obstacle tangible à la poursuite d'une carrière professionnelle. C'est qui les travailleurs âgés? Il y a une notion chronologique. Hein? Officiellement, le travailleur âgé, selon Emploi et Développement social Canada, c'est un travailleur qui a 55 ans et plus. Mais on le sait, il y a toute la dimension psychologique et sociologique. Et c'est quoi être vieux, c'est quoi être jeune? C'est ça la question. Et tout ça, le début de la vieillesse et le marqueur de la jeunesse, c'est des constructions sociales, au fond. Et pourquoi j'ai marqué 45 ans et plus? Parce que dans l'ensemble de la littérature, on voit que les stéréotypes négatifs que les employeurs tendent à attribuer aux travailleurs commencent vers l'âge de 45 ans. Dans beaucoup de secteurs de travail, oui, on se dit c'est un peu décourageant d'entendre ça. C'est pas dans tous les secteurs de travail. Je dirais quand même que dans le milieu universitaire, on est relativement préservé de ça. Mais dans beaucoup de secteurs, si vous regardez dans le monde des médias, la vente, le service, secteur des finances, secteur des hautes technologies, l'employeur commence à se poser des questions. Est-ce que je vais lui donner de la formation à mon travailleur de 48 ans? Est-ce que je vais lui en donner ou non? Parce que, tic, 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 dans ma tête, les stéréotypes commencent à rouler. Est-ce que je vais choisir un travailleur de 52 ans à compétences égales versus un travailleur de, je ne sais pas moi, 35 ans? C'est la question qu'il faut se poser. Et beaucoup d'études montrent qu'à partir de 45 ans, les travailleurs sont dans une position, je dirais, plus fragilisée en raison des stéréotypes de l'âge, des stéréotypes qui sont négatifs, bien sûr. Quelques exemples de stéréotypes, et ce n'est pas une liste exhaustive. On perçoit les travailleurs âgés et des stéréotypes en passant, je pense que j'apprends rien à personne. C'est pas tout faux, un stéréotype. Il y a peut-être une partie de vérité dans un stéréotype. Le danger avec un stéréotype, c'est qu'on le généralise à tous les membres d'un groupe. Donc, ce qu'on entend dans le narratif dominant, c'est que les travailleurs âgés sont fiables, sont très habiles sur le plan interpersonnel, sont loyaux et ont une grande éthique de travail. Est-ce que c'est tous les travailleurs âgés qui sont fiables, qui ont des habiletés au niveau interpersonnel? La réponse, bien sûr, c'est non. Et on pourrait se dire, bien, c'est des stéréotypes positifs. Mais l'autre question sous-jacente à se poser ici, c'est est-ce que ce genre de choses-là, ce sont les qualités les plus recherchées actuellement par les employeurs? La littérature tend à dire que non. Ce que les employeurs recherchent, c'est quelqu'un qui est capable de s'adapter à la complexité des organisations aujourd'hui, à s'adapter à des changements rapides. Et ce ne sont pas des qualités que l'on attribue malheureusement aux travailleurs âgés. Aux travailleurs âgés, les stéréotypes négatifs, on pense qu'ils sont inaptes au changement, c'est-à-dire qu'ils ont de la difficulté avec le changement. C'est vrai si le travailleur âgé n'a pas de formation continue. C'est vrai si on ne met pas à jour ses connaissances. C'est sûr qu'on devient rapidement. J'avance en âge et ma productivité, j'avance en âge et ma capacité de m'adapter au changement. Il n'y a pas de lien direct entre l'âge et ces stéréotypes-là. Il y a toujours quelque chose, des facteurs modérateurs au milieu ou médiateurs. Est-ce que mon employeur m'a donné de la formation continue? Est-ce qu'on a adapté mon poste de travail? Est-ce que, par exemple, on a eu une discussion sur la possibilité d'avoir un horaire un peu plus flexible? Est-ce qu'on m'a parlé, si j'ai plus que 50 ans, là, je pense que c'est personnel. Moi, là, je reçois depuis 1 an, chaque semaine, voulez-vous participer à un atelier de préparation à la retraite? Mais moi, je n'ai pas le goût de partir à la retraite actuellement. Ce n'est pas de l'agisme, ça. Mais posons-nous la question, si
les ressources humaines dans mon organisation ne m'envoient que ce message de préparation à la retraite, ce qui est correct, là, je commence à y réfléchir. Mais si on ne m'envoie que ce message-là et que les ressources humaines, alternativement, ne s'assoient pas avec moi et me disent « Où te vois-tu dans 5 ans? Où te vois-tu dans 10 ans? » pour que je reçoive, moi, le message que j'ai encore une possibilité de me développer et de croître dans mon organisation si je suis encore compétente et si je souhaite y rester. Actuellement, et les ressources humaines ont un grand, grand rôle à jouer dans la rétention, la formation et l'engagement. Quelques études qui ont été faites par rapport au regard des employeurs sur les travailleurs âgés. Là, je vais commencer par une grande étude qui a été faite par nos collègues américains qui font toujours des grosses études. Ils ont beaucoup plus d'argent que les universités canadiennes, alors ils mènent de grandes études. Mais ce qu'on a trouvé avec notre étude qui va suivre fait écho exactement à ce qui est là. Alors, Newmark et ses collègues, donc un économiste américain, ont fait une étude expérimentale. Ils ont envoyé 40 000 CV fictifs. OK? Dans le CV fictif, on a rendu toutes choses égales, finalement, même diplôme, même formation, dernière année de formation, la plus récente. Donc, on a égalisé, finalement, le CV sur la plupart des variables, sauf sur la question de l'âge. Donc, dans ces 40 000 CV-là, vous aviez 3 groupes d'âge de candidats qui postulaient pour des postes, des 29-31 ans, 49-51 ans, 64-66 ans. Et ce que Newmark et ses collègues ont trouvé, c'est que les analyses montrent, et statistiquement de manière significative, que les 64-66 ans ne recevaient même pas un appel. Même pas un appel, même pas une entrevue, toutes choses étant égales, encore une fois. Là. On parle de compétences égales. Donc, les 64-66 ans n'étaient pas sollicités pour une entrevue et ensuite l'étaient plus faiblement les 49-51 ans. Mais donc, il y avait... Est-ce que ça veut dire quoi, vous, le vieillissement de la main-d'œuvre? Ça veut dire quoi dans votre entreprise? Est-ce que vous vous en souciez? Ça représente quoi, un travailleur âgé? Est-ce que vous avez mis en place des stratégies de rétention des travailleurs âgés? Donc, petite étude qualitative qui a précédé la grande étude avec 500 employeurs canadiens. Cette étude-là, donc, on a menée juste avant la pandémie. On a demandé aux employeurs canadiens, comme je vous mentionnais, ça veut dire quoi le vieillissement pour vous de la main-d'œuvre? Qu'est-ce que vous faites pour les travailleurs âgés? Ça veut dire quoi un travailleur âgé pour vous? En général, sur les 15 employeurs sondés, ils percevaient le vieillissement de la main-d'œuvre comme un enjeu urgent. Tous s'entendaient pour dire que le train est parti, il faut faire quelque chose. On s'entendait pour dire qu'il fallait faire quelque chose. Par contre, très, très peu d'entre eux avaient mis des stratégies de rétention et de recrutement pour leurs travailleurs âgés. Plus encore, certains nous ont dit, mais je ne veux pas mettre en place des stratégies de rétention. Actuellement, les efforts de rétention des travailleurs âgés sont un petit peu en décalage par rapport aux efforts de recrutement et de rétention des travailleurs plus jeunes qui arrivent sur le marché du travail. L'autre élément de cette étude-là, c'est que le stéréotype habileté interpersonnelle est beaucoup ressorti dans le narratif des 15 employeurs interviewés. C'est-à-dire que les travailleurs interviewés nous disaient « Un travailleur âgé, là, c'est un travailleur fin, c'est un travailleur gentil, il communique bien, il gère des conflits, il a de belles habiletés interpersonnelles. » Oui, c'est de très bonnes choses, mais est-ce que c'est très valorisé actuellement par le marché du travail, par le monde du travail, par les employeurs eux-mêmes? La réponse, c'est plutôt vers la négative que vers le positif, parce que les employeurs cherchent quelqu'un qui est capable de s'adapter rapidement au changement. La résistance, justement, au changement est un mythe qui est ressorti beaucoup dans cette petite étude-là. Donc ça, c'est il y a quelques années, juste avant la pandémie. On s'est dit, maintenant, on va lancer une grande étude et on va aller voir si les employeurs canadiens souscrivent à des billets de l'âge quant à leurs intentions de recruter, de former, de retenir des design. Les employeurs recevaient, qui avaient accepté de participer, ils recevaient un questionnaire électronique. Et nous, ce qu'on a fait, c'est on a créé une série de, vous voyez, 4 scénarios indirects, 3 scénarios directs. Donc, finalement, il y a 7 scénarios, mais chaque scénario, à l'intérieur de chaque scénario, il y a toute une variabilité. Donc, une personne pouvait recevoir un scénario A sur le recrutement qui était différent de celui qu'un autre employeur recevait, même scénario A recrutement. Vous allez voir, je vais vous donner un exemple. On faisait varier le nom de la personne, le sexe de la personne, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, l'âge de la personne, le secteur d'emploi. Donc, on randomisait.
Chaque employeur ne recevait que 4 petits scénarios. On ne voulait pas faire perdre le temps aux gens, là. Donc, ça prenait 10 minutes à remplir. Et pour chacun des scénarios, l'employeur, on lui demandait de prendre une décision. À un premier niveau. Si c'est votre entreprise, qui allez-vous choisir? Puis ça peut être en termes de recrutement, ça peut être de la formation, ça peut être de la rétention. Le deuxième niveau de questions, juste 2 questions. Si c'était qu'est-ce que vous pensez que la majorité des autres entreprises auraient choisi comme candidat? Pourquoi ces 2 niveaux-là, je pense que la majorité des gens feraient en termes de décision? Donc, c'est des scénarios fictifs et on a mesuré des intentions de décision. Juste une nuance en direct et indirect. Direct, l'âge du candidat fictif était mentionné. Indirect, et ça, c'est la nouveauté un peu, je pense, de notre étude, au lieu de mentionner l'âge, parce qu'on disait que l'âge, c'est subtil, on a passé par des caractéristiques qu'on attribuait à des candidats. Le candidat A, on lui donnait des caractéristiques qu'on associe plus souvent aux jeunes. Alors, ce que les résultats montrent, c'est que pour cet exemple de scénario direct, où l'âge est mentionné, qui je recruterais? L'âge moyen des personnes sélectionnées pour la majorité des entreprises, c'est 45,5 ans, donc 46 ans. Et celles qui ne sont pas sélectionnées sont toujours les candidats les plus âgés, systématiquement. Quand on pose la question pour votre entreprise, on a le même pattern. Donc, c'est toujours un candidat plus jeune qui est sélectionné versus un candidat plus âgé. Puis en bas, vous voyez que pour la majorité des entreprises, la différence est plus grande que quand c'est mon choix d'entreprise. Ce qui vient confirmer une sorte de scénario où l'âge direct est mentionné, il y a un véritable biais de l'âge qui se dessine. Est-ce que c'est de l'âgisme? La question peut se poser. Est-ce que les employeurs... Puis là, il faut pousser nos analyses parce qu'on n'a pas détecté s'il y avait une différence entre secteur public et secteur privé. Est-ce que pour le secteur privé, c'est une voie plus souple ou sournoise, si on veut, pour détecter l'âgisme? Alors, résultats préliminaires pour les scénarios indirects. Et ça, pour nous, ça a été fascinant. À gauche, il y a un effet des caractéristiques des répondants, les répondants étant les employeurs ici. Pour la question du recrutement, comme on le disait tantôt, plus le participant est âgé, et là, l'employeur qui répond au sondage, plus jeune, et au contraire, c'est toujours la caractéristique de s'adapter au changement qui est privilégiée. Mais la grande question, c'est pourquoi un employeur, au fur et à mesure qu'il vieillit, tente à privilégier toujours des plus jeunes candidats et à discarter des candidats plus âgés, toujours à compétences égales. L'autre effet des caractéristiques des participants, c'est qu'on a remarqué que plus le participant est âgé, plus il privilégie un homme, un candidat homme, parce qu'il y a des noms qui sont randomisés, versus une femme. Je mets des points d'interrogation ici parce qu'on est en train de réfléchir à l'interprétation de nos résultats. Le troisième élément qu'on a trouvé dans les scénarios indirects, c'est l'effet des caractéristiques du scénario comme tel, secteur privé, secteur public. Les participants, les employeurs, favorisent davantage le candidat jeune que le candidat plus âgé, s'agissant du secteur privé que du secteur. Par contre, la question j'y reviens là, plus le travailleur est âgé, plus il sélectionne et privilégie un candidat jeune, est fascinante là, pour nos équipes parce que ça vient montrer que peut-être, encore une fois, que le gestionnaire âgé est conscient, comme on le disait en début de présentation, de la menace du stéréotype. Le gestionnaire ou l'employeur âgé ne veut pas s'afficher lui-même comme employeur âgé, mais veut plutôt s'inscrire dans le groupe des employeurs plus jeunes et s'associe avec des plus jeunes également. C'est une piste d'explication aujourd'hui, la base de ce qu'on a trouvé. Donc, il y a un biais de l'âge qui existe, certainement chez les employeurs canadiens. Ces biais de l'âge, quelle incidence ont-ils sur les travailleurs âgés? Comment les travailleurs âgés qui sont très conscients de la menace du stéréotype, qui sont très conscients des stéréotypes négatifs, quelle incidence ça a sur leur engagement à eux en milieu de travail? C'était le deuxième volet. Désengagement psychologique, je pense que, peut-être que je me répète, là, mais dans c'est une étude qu'on a présentée dans quelques conférences. Le désengagement psychologique, c'est tout simplement de dire, bien, écoutez, moi, là, je fais le minimum à mon travail. Je vais chercher mon chèque de paye, je pars à 4 heures, la mission, la vision de mon organisation, je ne me sens plus partie prenante de mon organisation. Puis le désengagement psychologique, c'est un mécanisme de défense. Quand ça me fait mal,
ma seule façon de réagir, c'est de sauver de sauver ma santé mentale. Et donc, je sors de mon milieu, je réduis l'importance de mon milieu de travail, je réduis l'importance du feedback. Plus il prépare sa retraite. Et là, on peut parler d'une retraite finalement un peu déguisée. Et ça, c'est un coût pour l'organisation, puis on va le voir un petit peu plus tard aujourd'hui en termes de transfert des connaissances. Un travailleur qui dit, bien, moi, je quitte parce que j'ai l'impression que j'ai eu le message que je suis une personne trop âgée pour répondre à la mission de mon organisation. C'est un coût pour le travailleur, mais c'est un coût pour l'organisation. Donc, les résultats de notre étude, j'ai simplement encerclé ici, on voit que plus les travailleurs âgés ont l'impression d'être la cible d'agisme ambivalent, et moins ils ont l'impression de faire partie d'un groupe et de la mission de l'organisation, plus ça conduit à leur désengagement psychologique. Et en revanche, le désengagement psychologique mine leur estime de soi. Est-ce que vous attendez comme travailleur de 55 ans et plus? Et là, c'est une question ouverte, donc on a analysé les réponses notées pas en chiffres, mais en phrases des travailleurs. Et vous voyez que les attentes les plus élevées, en termes de fréquence de mention de mots, là, c'est respect, reconnaissance de leur contribution comme leur employé. Les travailleurs âgés, c'est la chose la plus importante pour eux. Et ça revient à ce qu'on disait aussi, les motivations des travailleurs, c'est pas financier uniquement, bien au contraire, c'est le goût de dire, bien, moi, j'ai quelque chose à offrir. Mais est-ce que mon employeur reconnaît que j'ai quelque chose à offrir? Reconnaît que j'ai des contributions à faire dans mon organisation de travail? C'est une des conditions gagnantes pour le transfert des connaissances. Le travailleur âgé ne va pas transférer ses connaissances s'il sent qu'on lui montre la porte de sortie. Il va partir avec ses connaissances et bien, ça, c'est une perte pour l'organisation de travail. Alors, je vais abréger, puisque je sais qu'on va en parler beaucoup cet après-midi. Comment on arrive à contrer ces biais de l'âge? Comment on arrive à combler, je dirais, les attentes des travailleurs âgés? Comment on arrive à réduire le regard un peu biaisé qu'on a sur le vieillissement en milieu de travail? Une des pistes de solution, c'est la question de l'intergénérationnel, de faire travailler ensemble des générations plus jeunes, des générations plus âgées, des âges, des travailleurs jeunes et des travailleurs plus âgés, de les faire travailler ensemble sous différentes conditions de réussite. Mais avant ceci, puis on va y revenir, pour moi, comme j'ai fait beaucoup d'études aussi en journalisme et communication, je crois beaucoup à qu'est-ce qu'on dit socialement sur les personnes âgées et qu'est-ce qu'on dit socialement sur les travailleurs âgés. Est-ce qu'ils sont valorisés? Est-ce qu'il y a un discours inclusif sur la base de l'âge en milieu de travail? Est-ce que les employeurs ont un discours qui, à la fois, dit aux travailleurs plus jeunes, j'ai besoin de vous, mais dit aussi aux travailleurs plus vieux, j'ai besoin de vous, vous êtes précieux. Est-ce que ce discours est inclusif sur la base des âges et des générations? Donc, remettre en question les préjugés. Puis la question de la formation continue, du développement des compétences des travailleurs âgés m'apparaît essentielle, parce que sinon, ne pas assurer une formation continue au fur et à mesure qu'on avance en âge, ça réduit aussi la perception d'être discriminé sur la base de l'âge, mais plus important, à droite du modèle, ça a une incidence positive, ces pratiques de partage de connaissances, en termes d'engagement au travail et d'intention de demeurer pour les travailleurs de tous les âges dans cette étude-là. Qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient plus âgés, ce que les résultats montrent, c'est que les pratiques de partage de connaissances, c'est bénéfique pour les plus jeunes et les plus âgés et pour l'organisation, puisque ça rehausse le niveau d'engagement.